peut-être que nous commencions notre séance et notre conférence interpromotion. Alors vous savez que c'est maintenant une certaine habitude, puisque d'abord on est heureux de vous accueillir dans cette salle qui effectivement périodiquement nous réunit sur des thématiques diverses et variées, puisque dans le cadre du certificat d'expertise management de la protection sociale, on a aussi souhaité, vous le savez, rassembler les différentes promotions qui deviennent de plus en plus nombreuses au fil des années, puisqu'on doit être maintenant autour de 150 personnes qui ont, comme vous, participé et suivi et reçu le certificat d'expertise management de la protection sociale, ce dont on vous félicite toujours et on se félicite de cette initiative. Donc on a effectivement depuis maintenant quelques années, puis c'était en 2011 qu'on avait commencé à créer cette tradition maintenant de conférences interpromotion. Autrement dit, de vous réunir, de vous proposer une fois par an de se réunir sur un thème donné. Alors le thème, il a été diversité, entreprises et sociétés en 2011. En 2012, c'était endettement des États et protection sociale. En 2013, c'était révolution Internet et nouveaux usages. En 2014, on avait un peu changé le schéma, puisqu'on était parti sur un petit déjeuner à la Gaîté Lyrique sur les médias interactifs créateurs de liens sociaux, vaste sujet. Et puis aujourd'hui, on s'est dit qu'en cette année 2015, l'actualité aidant, ce serait bien d'avoir un regard d'un spécialiste avéré sur ce qu'on appelle la COP 21. Alors, on demandera ce que c'est que la COP 21, mais l'acronyme, en tout état de cause, mais vous le savez, c'est sur cette conférence sur le climat qui s'ouvrira prochainement en décembre à Paris. Et dont le but est, comme on a le dit, sauver la planète. Hein, donc, vaste sujet. On commence par sauver les régimes de retraite et puis on continue par sauver la planète. Donc, c'est 16 octobre et 15 décembre. Voilà, donc il y a des dates comme ça à retenir. Et donc, pour ce faire, je suis heureux d'accueillir en votre nom et au nom de François-Xavier Selleret, qui, en tant que président de l'association d'employeurs, était normalement prévu, mais il n'a pas pu venir ce soir. Donc Thomas Spencer, donc merci d'avoir répondu à notre appel avec Sophie, qui est toujours la grande maîtresse de la session certificat d'expertise. Et donc Thomas Spencer est directeur du programme énergie et climat à l'Institut du développement durable et des relations internationales, organisme qui a été chargé par Laurent Fabius pour appuyer le gouvernement français dans la préparation de cette fameuse conférence intergouvernementale. Et donc je vais lui laisser la parole, le remercier en votre nom déjà d'avoir voulu accepter d'être présent parmi nous ce soir. Et puis le but du jeu, vous l'avez compris, c'est effectivement, après un exposé introductif, d'être interactif, là aussi, avec en première mondiale ce soir, parce qu'il faut le dire aussi, on teste quelque chose au moins au niveau du GIE, c'est que ceux d'entre vous qui n'êtes pas ici présents, mais qui le sont par la transmission Internet, puisque on avait un lien Internet et que cette émission, on va dire ça comme ça, est diffusée en direct pour ceux d'entre nos collègues qui n'ont pu participer physiquement à la séance. Donc je cède la parole à Thomas Spencer, le remercie à nouveau, et puis après les questions. Merci beaucoup. Merci d'abord pour l'invitation. Je suis très content de participer à ce premier mondial. Donc, moi c'est Thomas, je suis australien, en France depuis 4 ans et je travaille aussi depuis 4 ans à l'IDRI, l'Institut du développement durable des relations internationales. J'ai une formation de droit international du changement climatique, donc exactement le sujet dont on va parler ce soir, mais également de économie de l'énergie. Donc je travaille aussi sur les politiques nationales de transition énergétique, d'efficacité énergétique, de déploiement des énergies renouvelables. Alors, il est tard, il fait froid, donc je propose qu'on fasse une présentation de 25-30 minutes et après. Vous avez des questions très pressantes de clarification, que vous comprenez quelque chose, bien comprendre, n'hésitez pas.
On va faire très informellement. Et ensuite, comme j'ai dit, une discussion avec vous. Je dois dire que ça me fait toujours plaisir de discuter d'un sujet dont moi je suis passionné, je trouve fascinant. Je trouve les questions que pose le public toujours fascinantes, c'est toujours des questions nouvelles. Donc ça me fait plaisir de faire ce genre d'événement. Alors, l'agenda que je vous propose, c'est d'abord expliquer un peu ce que c'est la COP 21. Deuxièmement, je voulais expliquer pourquoi on négocie sur le climat. Pourquoi faut-il des négociations internationales? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de traiter la question? Pourquoi il faut que tous les États se mettent d'accord sur le changement climatique? Ensuite, je voulais vous donner une petite histoire des négociations internationales, puisque je pense que c'est très important de comprendre l'histoire des négociations pour comprendre ce qu'on essaie de faire à la COP 21. Ensuite, une grille de lecture pour la fin de l'année, la COP qui va se passer ici à Paris en décembre. Qu'est-ce qui serait un succès? Qu'est-ce qui serait un échec à Paris? On va beaucoup parler de la COP dans les médias, ça commence déjà, on a des articles tous les jours, on est très sollicité par les journalistes. Et je dois dire, je travaille sur les négociations internationales depuis 8 ans, et étant expert du sujet, parfois on est un peu déçu de comment ce sujet est repris par les médias. Mais c'est un sujet très technique. C'est faire ce mélange de technicité et politique. Donc j'espère qu'avec cette grille de lecture, vous pouvez comprendre un peu qu'est-ce qu'on essaie de faire et qu'est-ce qui serait un succès à Paris. Donc, ça s'appelle la COP 21 parce que c'est la 21e réunion des conférences des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et donc, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la CNUC pour faire court, c'est une convention internationale, un traité international qui a été signé en 1992, rentré en vigueur peu après, et donc les parties prenantes, donc les États qui ont signé l'accord, se réunissent tous les ans dans ce qu'on appelle une conférence des parties. Donc c'est le 21e. Et dans ces conférences de parties, on prend des décisions sur le changement climatique, sur la coopération internationale sur le changement climatique. Et c'est à cette conférence des parties qu'on espère adopter un nouveau traité international sur le changement climatique. Il y aura des engagements précis sur les pour les États. Donc, elle aura lieu en décembre 2015. La présidence des conférences des parties tourne entre les parties de la Convention cadre. Donc, cette année-là, c'est la France qui est présidente de la conférence. Ça veut dire que la France est responsable de l'organisation à la fois logistique mais aussi stratégique de la conférence des parties. Donc, la France préside, elle a un rôle très important de diplomatie climatique, finalement, pour essayer de trouver un accord. C'est la France qui consulte tout le monde, tous les parties prenantes, tous les pays, en amont, en essayant de trouver des compromis pour finalement permettre au pays de signer le texte d'un traité à la fin de cette année. Donc, par exemple, mon ancienne directrice, Laurence Dubiana, a été nommée envoyée spéciale de Laurent Fabius pour le changement climatique. Donc, c'est elle qui est chargée au jour le jour des négociations. C'est elle qui voyage partout dans le monde en parlant avec les autres représentants spéciaux pour le climat. C'est Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qui va présider la COP et qui a un rôle très important.
utiliser ce micro-là. C'est moins fun parce que je préfère être debout, mais... Oui, je me doute, je suis désolé. Non, d'accord. En allumant les deux devant, non? Non? C'est le GIEC, le groupe intergouvernemental des scientifiques sur le changement climatique, qui est un groupe qui a été établi en 1992 et qui est responsable tous les 5-7 ans de rédiger un rapport sur l'état de l'art, l'état des connaissances sur le changement climatique. Le GIEC est bien un groupe intergouvernemental. Donc ensuite, ce rapport est signé par les gouvernements. Et donc, en 2013 et 2014, le GIEC a sorti son 5e rapport dans 3 volumes qui font chacun entre 150 et 500 pages, donc vraiment des rapports très volumineux. Et donc, aujourd'hui, on a un constat incontournable, indiscutable, que d'abord, le changement climatique existe. On voit une augmentation des températures, on voit des phénomènes naturels, par exemple les migrations des espèces qui changent dû au changement de la température, une augmentation de la température des mers, des océans, une fonte des glaciers. Le GIEC a dit dans son 5e rapport pour la première fois qu'avec un très très fort niveau de certitude, ce changement climatique qu'on a pu constater depuis environ 10 ans déjà est dû pour la grande plupart à l'action humaine, notamment des émissions de gaz à effet de serre. Donc pour les scientifiques, il fait plus débat que le changement climatique existe et que les êtres humains en sont responsables. Ensuite, on a de plus en plus de mobilisation publique pour que les gouvernements et les décideurs prennent des décisions sur le changement climatique. Donc là, vous avez une image d'une manifestation à New York en septembre 2014 qui a réuni environ 2 millions de personnes à New York autour d'un sommet des chefs d'État sur le changement climatique. Alors, la question, pourquoi négocier sur le changement climatique? Je pense qu'il y a 3 raisons principales qui rendent nécessaire une négociation entre États. D'abord, le changement climatique est un problème mondial. Bien sûr, il y a des États qui sont plus responsables pour le problème que d'autres, notamment par exemple les grands émetteurs comme la Chine et les États-Unis et l'Europe. Mais même avec ces 3 grands émetteurs, on a environ 50% des émissions. Les questions, qu'est-ce qu'on fait avec l'autre 50%? Il est vrai que si on rassemble les 15 plus grands émetteurs, on a environ 80% des émissions. Mais il reste la question des États les plus vulnérables. Eux aussi, ils ont bien sûr leur mot à dire sur le changement climatique parce que c'est très important ce que font les autres, les grands émetteurs. Donc il y a un argument moral pour les inclure dans la négociation sur le changement climatique. Ensuite, il y a un deuxième argument du même type, qui est que prendre des actions contre le changement climatique, finalement, il s'agit de changer nos systèmes énergétiques. Et les systèmes énergétiques, ça fait partie de l'économie nationale, une partie importante. Et des décideurs, des entreprises craignent que si un pays comme la France, par exemple, prend des actions tout seul, ça peut nuire à sa compétitivité. Si ses partenaires commerciaux ne prennent pas des actions en même temps. Donc on a ce qu'on appelle un problème d'action collective sur le changement climatique. Donc c'est pour cela qu'on négocie dans un cadre multilatéral. Il y a 192 pays qui font partie de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc c'est une convention quasiment à participation universelle. Et c'est un accord universel qu'on espère avoir à Paris. Alors, donc je vais
commencer la partie sur l'historique du changement climatique et des négociations sur le changement climatique. Souvent, il nous semble que le changement climatique est un sujet nouveau, scientifiquement, politiquement, économiquement parlant. En fait, des premières hypothèses sur la capacité des gaz à effet de serre d'augmenter la température mondiale existent dans la communauté scientifique depuis plus que 150 ans. Donc, le phénomène physique des gaz à effet de serre est connu depuis longtemps. Dans les années 70 à 80, il y a eu des premiers travaux scientifiques sur quelle pourrait être l'ampleur de cette augmentation des températures si on continuait à émettre des gaz à effet de serre. Il y a eu notamment un rapport d'un scientifique, Charney, qui a été américain, il est décédé maintenant, publié en 1973, un rapport à destination du président des États-Unis. Et dans ce rapport, il estimait que si on doublait la concentration de CO2 dans l'atmosphère, la conséquence serait une augmentation de la température mondiale, donc la température moyenne, de 3 degrés. Et depuis, on n'a pas trop évolué dans notre analyse de l'ampleur du réchauffement. Ensuite, il y a eu des travaux scientifiques dans les années 80, notamment, et une attention politique de plus en plus intense sur le changement climatique, notamment à cause de quelques étés de suite très chauds aux États-Unis. Donc, en 1988, on décide de créer le GIEC, le groupe des experts intergouvernementaux sur le changement climatique. Le GIEC remet son premier rapport en 1990, donc 2 ans après. Et ensuite, on décide de lancer un processus de négociation sur le changement climatique qui a abouti à la Convention cadre en 1992. Donc là aussi, on voit le lien très étroit entre la connaissance scientifique avec le premier rapport au GIEC qui a permis de lancer les négociations pour la Convention cadre des Nations Unies. J'ai déjà dit quelques mots sur le GIEC, donc je vais juste rentrer un peu plus en détail ici. Souvent dans la discussion publique, dans le débat médiatique par exemple, on suppose que le GIEC fait ses propres travaux indépendants. Ce n'est pas vrai. La tâche du GIEC, c'est de faire une synthèse de la connaissance. Donc tous les articles scientifiques qui ont été publiés, le GIEC fait une synthèse. Le GIEC est une organisation à budget vraiment minimal. Toute l'organisation a un budget d'environ 3 millions de dollars. Et les scientifiques travaillent pour le GIEC sur une base volontaire, sans rémunération. Donc, voici quelques chiffres sur, par exemple, le 5e rapport d'évaluation dont j'ai parlé, qui a été publié en 2013 et 2014. Donc, 5 ans de travail par 830 auteurs, 3700 évaluateurs externes, dont par exemple, moi j'en fais partie, plus que 30 000 publications scientifiques qui ont été citées, 143 000 commentaires, dont les auteurs du rapport sont obligés de répondre par écrit un par un. Et ensuite, un processus politique, où les gouvernements signent le rapport de synthèse du GIEC. Dans une négociation assez intéressante, en fait, parce qu'en fait, dans cette négociation, on a à la fois les scientifiques et les représentants des gouvernements. Donc si, par exemple, on a un pays comme l'Arabie Saoudite qui lève la main en disant « je ne suis pas d'accord avec ça », ensuite, il y a des scientifiques qui disent bah, « quand même, regardez toutes les publications derrière qui en sont la preuve ». Et donc, c'est une négociation à la fois politique et scientifique. Donc, quand je dis qu'il y a un consensus scientifique sur le changement climatique qui ne fait plus vraiment de débat ni entre les scientifiques ni entre les gouvernements,
je pense que regarder un peu ces chiffres-là, c'est un exemple de cela. Je pense que je vais passer ce transparent. Donc, 1992, on signe la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Le cadre est le mot-clé là. C'est une convention sans obligation formelle, sans obligation précise. En fait, tout l'objectif de cette convention, c'est de structurer la coopération entre les États. Ça veut dire établir les structures de coopération. Désolé si je parle dans des termes un peu abstraits. Par exemple, quand je parle d'une structure de coopération, c'est la conférence des parties. Juste le simple fait que tous les pays se réunissent tous les ans et qu'il y a des réunions intermédiaires pour préparer ces conférences des parties. Le secrétariat, par exemple. Il y a environ 300 personnes qui travaillent dans le secrétariat des Nations, de la Convention cadre et qui jouent un rôle très important de collecte de données, d'organisation de réunions, etc. Donc tout ce processus de négociation entre États est assez lourd. Et il faut ces structures pour l'organiser. Dans la Convention cadre, on a quelques objectifs, quelques principes et quelques obligations, notamment une obligation de collecte des données sur les émissions. C'est ça la base de la négociation. Mais grosso modo, c'est une convention qui on a voulu être universelle, donc sans obligation très, très contraignante. Un des principes les plus importants que la Convention établit, c'est le principe de responsabilité commune mais différenciée. En gros, c'est l'idée qu'on a une grande diversité d'États dans le monde, entre la Chine, les États-Unis, le Tchad, le Mozambique, l'Inde, la Russie, etc. On a des circonstances nationales très différentes. Et le principe des responsabilités communes mais différenciées veut dire que chaque État est responsable de répondre aux défis du changement climatique, mais de manière différenciée, selon ces circonstances nationales. Jusqu'on est allé un cran plus loin, c'est-à-dire qu'on a défini deux groupes de pays. Ce qu'on appelle annexants, pays développés, et non annexants, pays en développement. À l'époque, les pays développés, c'était les pays de l'OCDE et les pays de l'ex-Union soviétique. Donc l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie, etc. La Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud faisaient partie de l'annexe non 1 des pays en développement. Donc, je vous ai un peu expliqué la Convention cadre, sans objectif très contraignant, des principes comme les responsabilités communes mais différenciées. Il y a un objectif mondial dans la Convention, c'est de limiter le réchauffement climatique à un niveau au-dessus duquel le réchauffement climatique serait dangereux. Mais la Convention cadre ne définit pas quel est ce seuil. Ensuite, donc la Convention cadre rentre en vigueur en 1914, 2 ans après la signature, en 1992. Et tout de suite, on lance un autre processus de négociation. Cette fois-là, pour négocier un traité, un protocole, avec des engagements précis sur les émissions, mais sur les émissions de certains États, notamment les États des pays développés. Ce modèle de convention cadre et ensuite protocole beaucoup plus précis est un modèle qu'on suit souvent dans le droit international sur le changement climatique. Et plus largement le droit international de l'environnement. Donc, en 1997, on a le protocole de Kyoto. C'est un des accords le plus contraignants sur l'environnement qui a jamais existé, qui comprennent des engagements d'émissions très très précis pour les pays développés. Donc,
Par exemple, les États-Unis se sont engagés à réduire les émissions de 6% dans la période 2008 à 2012. L'Europe également à moins 8%. On a un mécanisme de contrôle, juridique très développé, avec la possibilité des sanctions en cas de non-atteinte des objectifs, et un mécanisme de transparence, de suivi des données très très développé. Donc en gros, c'est le rêve des juristes internationaux de l'environnement. Pour moi, le protocole de Kyoto représente vraiment un moment, un pic dans, le comble de la coopération internationale sur l'environnement. Rappelez-vous que c'était 1997, la chute de mur s'est passée en 90, c'était les États-Unis légèrement incontestable au niveau international. La Chine était encore un pays vraiment en développement. Et donc, depuis, les choses sont devenues plus difficiles. Voilà. Donc, je disais, l'accord de Kyoto, c'est un peu le rêve des juristes internationaux du changement climatique. Mais en réalité, ça n'a pas trop marché. Pour deux raisons principales. D'abord, la participation bien imparfaite dans le protocole. D'abord, les États-Unis signent mais ne ratifient pas le protocole de Kyoto. Il ne faut pas oublier que le protocole de Kyoto a été négocié par Al Gore, qui était vice-président à l'époque, qui était arrivé la dernière nuit à Kyoto pour sauver les négociations. Mais Clinton n'a jamais soumis le protocole à la ratification du Sénat. Pourquoi? D'abord, la ratification des traités internationaux aux États-Unis est une chose assez difficile. Ça suppose ce qu'on appelle une supermajority au Sénat. Donc normalement, pour passer une loi, il faut 60 sénateurs sur 100. Pour ratifier un traité international, il faut 66. Donc déjà, passer une loi aux États-Unis est assez difficile, surtout aujourd'hui. C'est encore plus difficile de ratifier un traité. Donc les États-Unis ne ratifient pas. Ils n'y ratifient pas notamment parce que, pour eux, la non-participation de la Chine et des autres pays en développement posait un grand problème. Et il faut se rappeler que l'objectif de la négociation du protocole de Kyoto était explicitement pas de négocier des objectifs contraignants pour les pays en développement. Ils étaient exonérés de ce protocole. Mais le Sénat a adopté une résolution avant les négociations de Kyoto en disant si les pays en développement ne participent pas au protocole, on ne ratifiera pas ce protocole. Finalement, la tentative d'embarquer les pays en développement dans le protocole, c'était un des sujets de la dernière nuit de la négociation, n'a pas réussi. Et donc, on avait un protocole dans lequel que les pays développés avaient des obligations. La deuxième raison pour laquelle je pense le protocole a échoué, entre guillemets, c'est que même si c'est le rêve des juristes internationaux de l'environnement et du changement climatique, on a appris petit à petit que finalement le changement climatique ne s'apprête pas à ce genre d'approche. Pourquoi? Faisons la comparaison entre un autre problème environnemental. Par exemple, l'émission des gaz ayant un impact sur la zone d'ozone, la couche d'ozone. Là, on parle de quelques secteurs industriels, de quelques processus industriels, où des solutions technologiques étaient en cours de développement quand on a négocié le protocole de Montréal sur les gaz impactant la couche d'ozone. En revanche, le changement climatique est un enjeu qui touche toute l'économie. Toutes les activités humaines sont la cause des émissions de gaz à effet de serre. La production et la consommation d'énergie,
où que ce soit dans l'économie, dans les bâtiments, dans le transport, dans l'industrie, l'agriculture, la déforestation, les processus industriels de base comme la production de ciment et d'acier. Tout ça, enfin, l'économie humaine suppose des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un enjeu structurel. Et finalement, on a aperçu que c'est assez difficile de prendre des engagements très contraignants, très précis, de limitation des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre d'un traité international. C'est encore plus difficile si on est un pays en croissance très forte, par exemple, comme la Chine. Parce que la Chine a tellement d'incertitudes sur l'avenir de son économie qu'on en croit à 8-9% par an. C'est impossible de dire où seront nos émissions dans 5 ans. Donc difficile, vraiment difficile pour la Chine de rentrer dans un protocole comme le protocole de Kyoto. L'autre exemple qu'on peut donner, c'est la Russie qui a quand même pris des engagements contraignants dans le protocole de Kyoto. Mais on s'est vite rendu compte qu'en fait, la chute de l'économie russe après la chute du mur était quelque chose de durable et que les émissions de la Russie n'allaient jamais remonter à le niveau de 1990. Or, l'objectif de la Russie, c'était de limiter ses émissions au niveau de 1990. Donc, je veux vraiment souligner ce point parce que je pense que c'est important. Le changement climatique est un enjeu profondément différent que d'autres problèmes environnementaux. Et que finalement, si le protocole de Kyoto était vraiment très beau, très intéressant sur le papier, finalement, ce n'est pas le modèle qui peut fonctionner dans le monde réel. Donc, en 2005, on commence à se dire, le protocole de Kyoto rentre en vigueur par ailleurs en 2005. En 2005, on commence à se dire, il faudrait quand même lancer un processus de négociation, soit pour prolonger le protocole de Kyoto, soit pour le modifier, soit pour négocier autre chose. Et c'est notamment en 2005 qu'on commence à s'apercevoir que quand même, il se passe quelque chose en Chine et dans d'autres pays en développement qui veut dire finalement que ces pays devenaient de plus en plus incontournables pour la solution contre le changement climatique. Pour vous donner un exemple, les émissions de gaz à effet de serre de la Chine, notamment de CO2, là je parle de CO2, ont augmenté de 3 milliards de tonnes en 2012, en 2000 à 8,5 milliards de tonnes en 2013. Donc presque un facteur 3 en 13 ans. Pour vous donner un ordre de grandeur, les émissions des États-Unis se situent autour de 6 milliards de tonnes. Donc, dans l'espace de 13 ans, la Chine devient l'émetteur le plus important du monde. En fait, c'était en 2006-2007, selon la base de données qu'on utilise. Et donc, on se rend compte que l'approche Kyoto qui les excluait de toute responsabilité ne marchait plus. Donc, en 2007, on relance un processus de négociation dont l'objectif, c'était finalement de négocier un accord universel permettant la participation, enfin, des États-Unis et des pays émergents dans la lutte contre le changement climatique. Ce processus de négociation a abouti en 2009 à Copenhague, dans un sommet finalement très bizarre et assez difficile de juger. Bizarre parce qu'il y avait une mobilisation énorme, plus que 50 000 personnes ont participé au sommet de Copenhague. Il y avait les chefs d'État d'environ 180 pays qui participaient. C'était la réunion des chefs d'État le plus grande en dehors des réunions annuelles de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, de l'histoire. Encore un exemple de l'ampleur du problème du changement climatique sur le plan diplomatique. Il y avait des attentes très très fortes avant Copenhague.
on espérait signer un accord universel juridiquement contraignant avec des objectifs très précis qui résoudait, comme dans une grande soirée, une fois pour toutes, le problème du changement climatique. C'était un peu comme ça que ça a été présenté, notamment en Europe. Finalement, ce n'est pas exactement ce qu'on a eu. Et donc, beaucoup de monde a dit l'accord de Copenhague, c'était un échec. Par rapport aux atteintes, oui, c'était un échec. Mais je pense que quand même, ça nous a permis d'avancer. Et donc, dans ce sens-là, ça peut être qualifié de succès. L'accord de Copenhague est universel. Tout le monde participe. Tout le monde, quasiment, à l'exception de quelques pays, a proposé des engagements sur le changement climatique, d'atténuation, donc de réduction ou limitation des émissions volontaires dans le cadre de l'accord. On a étendu le système de transparence et de contrôle aux pays émergents en leur demandant finalement de commencer à nous rendre des rapports avec des données d'émissions et des résumés de leur progrès sur l'atteinte de leurs objectifs volontaires qu'ils avaient adoptés à Copenhague. Il y a eu des engagements financiers aussi à Copenhague. Donc finalement, par rapport aux attentes, beaucoup de monde a qualifié ça comme un échec, mais c'était la première fois qu'on avait un accord, non pas juridique, volontaire, il faut le dire, mais universel sur le changement climatique. On s'est aperçu très vite après Copenhague que les engagements volontaires qui ont été pris ne suffisaient pas à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. J'ai oublié de dire une chose très importante quand je discutais du transparent avant, c'était que Copenhague était aussi la première fois que la communauté internationale a préconisé l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Donc, on a complété, par exemple, l'objectif général de limiter le réchauffement climatique dans la Convention cadre avec un objectif beaucoup plus précis dans l'accord de Copenhague. Mais on s'est rendu compte que les engagements volontaires étaient insuffisants par rapport à cet objectif. Il y a eu aussi des pays qui disaient, après Copenhague, quand même cette approche volontaire est géniale pour embarquer tout le monde, mais il faut une approche juridiquement plus contraignante. Il faut une approche juridique. Donc, en 2011, on relance un processus de négociation en disant on veut négocier d'ici la fin 2015 un accord universel et juridique. C'est les 2 grands objectifs de la négociation qui va aboutir à Paris à la fin de l'année. Je vais passer ce transparent. Donc, je passe sur la dernière partie de cette présentation sur la grille de lecture des négociations. Donc, quels sont les objectifs de cette négociation? D'abord, on souhaite un accord ambitieux parce qu'on a quand même un objectif très clair qui est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. On a des estimations très, très précises et fiables des scientifiques de ce qui serait nécessaire pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. En gros, c'est une réduction des émissions de 40 à 70% d'ici 2050 par rapport au niveau de 2010. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Et les émissions nulles, nettes, dans la deuxième moitié du siècle. Et je pense que ce mot nul souligne l'ampleur du défi. Quand on pense à toutes les activités économiques qui causent les émissions, la lumière ici, l'écran, ce qu'on a mangé, le vin qu'on va boire à la fin de cette présentation, finalement, d'ici la fin du siècle, il s'agit de changer tellement radicalement nos économies que à la fin du siècle, elles émettront plus de CO2, plus de gaz à effet de serre.
Donc un changement très très radical. Juste pour vous donner un petit aperçu de l'ampleur de ce défi. Pour atteindre en 2050 un niveau d'émission compatible avec les 2 degrés et continuer à accroître l'économie mondiale pour sortir des gens dans les pays en développement de la pauvreté absolue, il faudrait augmenter ce qu'on appelle la productivité carbone. La productivité carbone, c'est les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'unité de PIB, grosso modo, de production intérieure brute. Comme la productivité du travail est définie comme une unité de production par heure travaillée, là on parle d'unité d'émission par unité de PIB. Il faut augmenter la productivité de carbone de nos économies 3 fois plus vite dans les 30 ans à venir que l'augmentation de la productivité du travail dans les 50 ans depuis le début de la révolution industrielle, qui est un peu le changement économique, un exemple du changement économique de la même ampleur, de la même vitesse que le changement dont on a besoin. Donc un défi tout à fait formidable. Donc un accord ambitieux, un accord large, avec une participation universelle. Un accord juridiquement robuste. Bon, ça c'est un peu la langue de bois. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Ce qu'on cherche à avoir, c'est un traité international ratifiable par tous les pays. Un accord durable et dynamique. Je veux souligner ça parce que je pense que c'est très important. J'ai dit qu'avant Copenhague, l'objectif était, pour faire simple, de résoudre le problème. Dans une espèce de grand soir où on se met d'accord qu'il faut réduire les émissions pour être cohérent avec les 2 degrés. Ensuite, on s'est rendu compte que c'est très difficile pour les États de s'engager ex ante à faire ce que finalement on ne sait pas faire pour l'instant. Parce qu'il s'agit de ce changement très profond de nos économies dont j'ai parlé. Donc, au lieu d'une grande soirée où on résout une fois pour tout le problème du changement climatique, le changement de paradigme, c'est plutôt d'avoir une approche d'apprentissage. Mais d'apprentissage très vite. Et c'est pour ça qu'il faut un accord dynamique. Et quand je dis dynamique, ça veut dire que tous les 5 ans, on adopte des nouveaux objectifs. On a des éléments très importants. Atténuation des émissions de gaz à effet de serre, adaptation au changement climatique, moyens de mise en œuvre, notamment des engagements financiers. Et la reconnaissance des actions non étatiques, notamment des entreprises ou des collectivités locales. Pour l'atténuation, on a demandé en 2013 à chaque pays, je veux souligner ça, donc déjà en 2013, on allait vers une approche universelle, de soumettre ce qu'on appelle une contribution sur le changement climatique. Encore, c'est une langue de bois. Une contribution, ça veut dire un engagement de réduction ou de limitation d'émissions de gaz à effet de serre. On a dit, soumettez-nous vos contributions bien avant la fin de l'année 2015, bien avant la conférence des parties. Et on a créé un espèce de seuil le 1er octobre. Aujourd'hui, on a des contributions de 150 pays. Donc quasiment tous les pays, à l'exception des exportateurs de pétrole, qui représentent plus que 90% de l'économie mondiale et 90% des émissions mondiales. Donc pour moi, c'est un exemple déjà du potentiel de succès qu'on a pour les négociations à Paris. On a déjà ces contributions, on peut les évaluer. La Chine, par exemple, s'est engagée à atteindre le pic de ses émissions d'ici 2030, à atteindre un niveau d'énergie non fossile dans son mix énergétique de 20% d'ici 2030,
et améliorer la productivité carbone, pour revenir sur ce terme, de son économie de 60 à 70% d'ici 2030. Donc un bouquet d'objectifs de la Chine. Les États-Unis ont promis de réduire leurs émissions de 26 à 28% par rapport à l'année 2005 d'ici l'année 2025. Un objectif que je qualifie d'assez ambitieux. Ça implique vraiment des changements dans le système énergétique des États-Unis, notamment dans le secteur électrique. Plus de charbon, beaucoup plus de gaz et d'énergie renouvelable. Donc, une décarbonisation assez profonde du mix électrique aux États-Unis et d'autres mesures complémentaires pour atteindre cet objectif. L'Europe a promis de réduire ses émissions de 40% d'ici 2030 par rapport à l'année 1990. Donc, on voit qu'on a des objectifs de type différents selon les circonstances nationales différentes. C'est tout à fait compréhensible pourquoi la Chine n'a pas proposé un objectif absolu. Trop d'incertitudes. En revanche, si on regarde le bouquet d'objectifs que la Chine a proposé, un objectif d'énergie non fossile, un pic d'émissions et amélioration de la productivité carbone de son économie, on voit que ça fait un paquet assez ambitieux. Mais c'est aussi en regardant ces objectifs de nature très différente qu'on comprend pourquoi ça aurait été tellement difficile de les rentrer dans un accord comme le protocole de Kyoto et pourquoi on a besoin de cette approche différente. Donc là, j'ai déjà parlé de ça. Donc, je vais vous faire peur avec ce graphique, mais c'est quand même mon métier de scientifique. Donc, ce graphique sort d'un projet de recherche que nous menons à l'IDRI avec un consortium international d'une quinzaine de centres de recherche partout dans le monde. Et je vous donne un exclu parce que ce rapport va sortir la semaine prochaine dans les négociations. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? En gros, ici, on essaie de comprendre l'impact des contributions nationales dont j'ai parlé tout à l'heure, avec des scénarios différents. D'abord, regardons le couloir rouge tout en haut, avec le titre référence. Ça, c'est l'estimation, enfin les estimations, parce qu'il s'agit de plus de 1000 scénarios du GIEC, par ailleurs. Les estimations des émissions de gaz à effet de serre mondial à l'horizon 2050, avec les politiques et mesures en vigueur avant les négociations de Paris. Donc, ça inclut par exemple les engagements volontaires pris à Copenhague. Ensuite, regardez la ligne orange. C'est notre estimation des émissions mondiales à l'horizon 2030, avec les engagements, avec les contributions nationales proposées par les pays. Donc, on voit une assez nette déviation par rapport au scénario de référence. Ensuite, regardez la ligne bleue. Ça, c'est les émissions mondiales dans un scénario modélisé avec les modèles très poussés d'économie et du secteur énergétique. Ce sont des émissions mondiales dans un scénario où le monde se met d'accord sur les objectifs des 2 degrés et les met en œuvre, et met en œuvre cet objectif tout de suite. Donc, on voit le niveau de réduction dont j'ai parlé à l'horizon 2050, des réductions d'environ 40 à 70% par rapport à l'année 2010, des réductions très très significatives par ailleurs. Et on voit qu'on n'est pas exactement sur ce chemin avec des contributions proposées par les pays. Alors, regardez la ligne orange là. Je vais vous le montrer. C'est ce qui serait nécessaire à partir de 2030 si on mettait en œuvre les contributions proposées par les pays jusqu'à 2030 et ensuite on essaie de revenir
sur une trajectoire cohérente avec l'objectif de limiter le réchauffement à 2 degrés. On voit que la raideur de cette trajectoire est assez impressionnante. Il s'agit de réductions de 4 à 5% par an, sachant que ça c'est quasiment du jamais vu dans l'histoire mondiale, au niveau mondial. Dans une période de décarbonisation très forte, comme par exemple en France, dans les années 70, avec le déploiement des énergies nucléaires, on n'a jamais dépassé, et ça c'est pour un seul pays, un taux de décarbonisation de 3% par an. Donc ça c'est inédit dans l'histoire économique. On peut émettre pas mal de doutes sur la faisabilité et technologique et politique et économique d'une telle trajectoire. Ensuite, regardez la ligne verte. Ça, c'est un scénario où on adopte les contributions nationales proposées par les pays à Paris et on les révise bientôt. C'est-à-dire, on les renforce. Dans ce scénario, on les renforce à partir de 2020 et on voit que la trajectoire est plus cohérente, moins raide, plus cohérent avec l'objectif de 2 degrés. Et je pense que ça souligne encore quelque chose que j'ai dit auparavant sur l'importance de cet accord dynamique. Si on garde le niveau d'ambition impliqué dans les contributions nationales d'aujourd'hui, d'ici 2030, on peut dire que la porte est fermée pour les 2 degrés. En revanche, si on augmente les niveaux d'ambition progressivement, mais très rapidement, on a des chances de rester dans une trajectoire cohérente avec cet objectif. Je ne veux pas vous donner un message trop pessimiste. Il faut aussi regarder la trajectoire sur laquelle on était. Donc quand même, on voit du progrès, on voit une accélération de l'action contre le changement climatique dans les grandes économies, dans les grands émetteurs. Je vais terminer avec les transparents et essayer de terminer dans 2 minutes. Donc, pour conclure, où en sommes-nous? Est-ce qu'on va avoir un succès à Paris par rapport aux critères que je vous ai mis? Alors, aujourd'hui, on a un texte de négociation dans la forme d'un accord international, d'un traité international. On se réunit à Bonn la semaine prochaine. C'est la dernière réunion technique avant la COP. Donc en gros, il nous reste 15 semaines de travail de négociation. Pardon, 3 semaines, excusez-moi, de travail de négociation. Très peu de temps. La bonne nouvelle, c'est que on a un jet d'un accord dans un langage juridique qui prend la forme d'un traité international et dont les vraies questions à résoudre sont assez limitées. C'est le genre de questions comme quel va être l'objectif mondial à long terme. On a déjà l'objectif de 2 degrés de température. Il y a beaucoup de pays, beaucoup d'acteurs, par exemple des entreprises, qui poussent pour une traduction de cet objectif de température dans un objectif d'émission. Par exemple, les 40 à 70% de réduction d'ici 2050 préconisés par le GIEC. Ce qui serait un signal assez fort à la fois aux politiques et aux pays, mais aussi aux entreprises. Nous, on interagit pas mal avec les entreprises et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que l'enjeu du changement climatique rentre comme un enjeu stratégique pour eux, dans les décisions d'investissement, dans des politiques d'adaptation, si on a une activité économique exposée au changement climatique, et on en a plus qu'on pense. Donc un objectif de réduction des gaz à effet de serre à l'horizon 2050 au niveau mondial, ça envoie un signal assez fort et assez positif, par exemple, à ces entreprises. Une autre question qui reste, c'est la question de finances. Quels engagements financiers, de quel pays et pour quel pays? Et là encore, on essaie
de rompre avec un modèle où c'est que les pays développés qui ont des obligations financières vis-à-vis des pays en développement. On sait tous que la Chine, par exemple, tout en n'étant pas un pays riche en soi, au niveau par tête, par exemple, la Chine est un investisseur international très important. Et donc, ce serait tout à fait normal que les investissements publics de la Chine contribuent à la lutte contre le changement climatique. Il y a d'autres pays encore plus riches que la Chine, par exemple les pays pétroliers, qui sont aussi des pays qui investissent beaucoup au niveau international dans des projets en développement, par exemple. Et ça serait bien aussi que ces pays-là contribuent à la lutte contre le changement climatique avec des contributions financières. Mais c'est un sujet très très difficile, donc c'est un des sujets qui reste à résoudre. L'autre sujet que je soulignerai, c'est cet aspect d'accord dynamique. J'ai dit, si on ne renforce pas nos objectifs avant 2020, ça va être très 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 difficile de tenir l'objectif de degrés. Mais les modalités précises sont toujours en discussion. Il y a des pays qui disent « bah oui, on peut revenir sur le sujet en 2023 », d'autres qui disent « c'est beaucoup trop tard ». Donc ça, c'est un enjeu toujours très discuté, très controversé. Et le quatrième enjeu que je soulignerai, c'est la forme juridique de l'accord. J'ai dit que ça va être un traité, mais la nature des obligations dans ce traité font encore sujet du débat. Donc, finalement, pour résumer, je pense qu'on aura à Paris un accord international et juridique, à participation quasiment universelle, y compris les États-Unis. Si vous souhaitez, je peux revenir sur la question de la ratification des États-Unis. Je pense que cet accord va comprendre des engagements chiffrés des pays, on les a déjà. Donc déjà, ça c'est un réussi. Je vous ai montré que ces engagements, bien que insuffisants, accélèrent la lutte contre le changement climatique et jettent une base sur laquelle on peut construire. Je pense que cet accord va renforcer les mécanismes de coopération, notamment les mécanismes de transparence et contrôle, pour être sûr que les pays mettent en œuvre les engagements, et que cet accord définit une procédure de révision des engagements. Plus ou moins précise, c'est toujours en discussion. Est-ce qu'on peut en être satisfait avec ça? Je pense que ça sera un grand pas en avant. Si on le met en œuvre et on le renforce, ça peut beaucoup contribuer à la lutte contre le changement climatique. Le problème, c'est que le défi ne cesse de croître. Imaginez que vous risquez de rater le bus. Il y a le bus qui part de la station, le bus accélère, vous accélérez aussi, mais le bus accélère plus vite que vous. C'est un peu le défi qui est devant nous, parce qu'en fait, les réductions des émissions nécessaires ne cessent pas d'accélérer. Et nous, on accélère notre action contre le changement climatique, mais pour l'instant, cette accélération ne tient pas tout à fait tête avec l'accélération du défi. Voilà. Merci pour cette intervention. Donc, je laisse la parole maintenant à la salle pour des questions. J'imagine qu'elles sont venues au fil de l'exposé. Et puis, il y a aussi des questions peut-être qui sont venues au fil de la retransmission. Je ne sais pas, Sophie, non, pas encore. Donc, peut-être juste une question. S'il n'y a pas d'accord, est-ce qu'il y a un plan B ou pas? Vous réfléchissez déjà à quelque chose, ou vous êtes vraiment dans un mode je vise l'accord et puis on verra après? Je peux rassembler plusieurs questions comme ça. Et puis l'autre question, c'était sur le nucléaire. Vous en avez parlé un petit peu pour la France. Ouais. Est-ce que c'est un sujet qui rentre dans la réflexion avec sa composante positive, la réduction du carbone, et la composante négative qu'on connaît? Ok. Pardon. J'ai pas de stylo, mais bon. Alors, j'avais une question. Comme il ne s'agit pas d'un accord, d'un traité, quelles sont les conséquences, les actions qu'on peut mettre en œuvre si un État ne respecte pas ses engagements? Ouais.
Ok, je pense qu'on peut commencer avec ces 4 questions. Donc, est-ce qu'il y a un plan B? Il y a toujours un plan B dans ce genre de négociation. Il y a des options, par exemple, s'il y a vraiment un pays qui pose problème à la fin de la conférence à Paris, on peut l'adopter sans ce pays. Normalement, des conventions, des traités internationaux sous la Convention cadre des Nations Unies sont adoptés par consensus. Mais rien n'empêche à un groupe de pays de prendre le texte final de cette négociation et dire ça c'est un traité international qu'on va signer et on va soumettre ça à l'Assemblée générale des Nations Unies comme un traité international que d'autres pays peuvent signer s'ils le souhaitent. Donc par exemple, si on a un pays plutôt idéologue qui essaie de bloquer en jouant sur cet aspect consensus, ce serait une méthode pour contourner ça. C'est un peu ce qu'on a fait à Copenhague par ailleurs. Je pense que la probabilité d'un plan B, du besoin d'un plan B, sont assez limitées quand même. La situation a beaucoup évolué par rapport à Copenhague. Pour expliquer ça, j'aime bien faire la distinction, et désolé c'est un peu technique, mais entre ce qu'on appelle dans la relation internationale la métanégociation et la vraie négociation. La métanégociation, c'est les grands principes et les objectifs de la négociation. Par exemple, pour prendre un exemple prosaïque, imaginez que moi j'allais proposer à ma copine de me marier. Sa réponse, ça c'est de l'ordre de la métanégociation. Et ensuite, toutes les modalités plus précises de où, comment, chez qui, etc., ça c'est de l'ordre de la négociation. À Copenhague, tous les enjeux de la métanégociation n'étaient pas résolus. Du tout. Même les questions de base. Est-ce qu'on visait un accord juridique à participation universelle avec des engagements de réduction ou de limitation des émissions n'étaient pas résolus même avant le sommet. Donc les chefs d'État débarquaient à Copenhague en pensant qu'ils allaient signer un accord et en fait ils se sont retrouvés dans une situation très bizarre où il n'y avait rien à signer. Parce que finalement les enjeux étaient trop lourds pour le niveau technique. Donc finalement Copenhague a été un succès parce que Copenhague a permis de résoudre les méta-questions. On a adopté une approche universelle avec des contributions universelles. Et donc aujourd'hui, dès le départ, c'est clair qu'on vise d'abord un accord juridique, participation universelle, avec des engagements de tout le monde, et un volet financier. Donc c'est ça qui rend optimiste. On a pas mal d'implications du niveau politique. Donc par exemple, Ban Ki-moon et le président Hollande ont réuni une trentaine de chefs d'État à New York il y a quelques semaines pour un déjeuner de travail qui a permis de dégager quelques conclusions qui portaient sur les négociations. Si on lit ces conclusions, en gros ce qu'on a c'est un préaccord. Il y a beaucoup de travail bilatéral à un niveau technique, mais aussi au niveau des chefs d'État entre les États-Unis et la Chine. Donc, les États-Unis et la Chine ont adopté 2 accords sur le changement climatique au niveau des chefs d'État. Un en 2014 et un en septembre 2015. Si on lit ces 2 accords, ça porte à la fois sur les engagements et les politiques nationales, mais aussi sur les négociations. Et si je les lis avec un œil d'expert, je vois qu'ils sont en train de résoudre point par point les questions les plus difficiles. Donc bien sûr, il reste des questions lourdes de négociation, pas beaucoup de temps. Ça c'est le vrai enjeu. C'est la traduction juridique de ce consensus qu'on voit émerger qui est le vrai défi. Parce qu'il faut regarder chaque virgule et il faut que tout le monde dise leur mot. Donc je pense que le besoin d'un plan B, les risques d'un plan B sont quand même limités. Ensuite, ce que je dirais aussi par rapport à ça, c'est que quand même, on
on a évolué par rapport à Copenhague. À Copenhague, on avait une espèce d'hégémonie de la Convention cadre. On pensait qu'on allait résoudre toutes les questions liées au changement climatique dans le contexte de cette négociation multilatérale. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, on a besoin de toutes sortes de négociations et de toutes sortes de coopérations. Donc le plan B, en quelque sorte, il est déjà. Le G20, tous les ans, travaille sur le changement climatique. Les États-Unis et la Chine ont établi un dialogue à la fois technique mais politique vraiment très profond sur le changement climatique. Donc, en quelque sorte, on est en train d'acter des solutions sur le changement climatique qui complètent un accord multilatéral. Alors, la question du nucléaire, cette négociation n'est pas censée rentrer à ce niveau de détail. Chaque pays est libre à proposer sa contribution comme il le souhaite. Donc, par exemple, j'ai mentionné la contribution de la Chine, qui comprend notamment un objectif d'énergie non fossile dans le mix énergétique de 20% d'ici 2030, sachant que ça implique de doubler les énergies non fossiles dans le mix d'ici 2030. Donc bien sûr, le nucléaire rentre là-dedans, les énergies renouvelables aussi. Mais on n'est pas en train de négocier que chaque pays doit ou peut pas mettre en œuvre une telle solution. Après, finalement, je pense que beaucoup d'études montrent que le nucléaire est une solution parmi d'autres. On peut se passer du nucléaire, en fait. Il y a d'autres solutions, des énergies renouvelables, éventuellement la capture et le stockage du carbone. Et finalement, la place du nucléaire par rapport à d'autres solutions est assez limitée, notamment l'efficacité énergétique, par exemple, ou les énergies renouvelables. Ensuite, il y avait une question sur la ratification des États-Unis. Alors, c'est une question très importante où on a évolué par rapport à Copenhague. Alors, j'ai dit qu'il y a un seuil très difficile de ratification dans le Sénat. C'est vrai. 66 sénateurs sur 100. Mais en fait, ça c'est les méthodes de ratification établies par la Constitution américaine, mais il y a d'autres voies de ratification des traités internationaux. Il y a notamment une option selon laquelle la branche exécutive peut ratifier des accords, des traités internationaux, en jouant sur la compétence du président en matière des politiques internationales, en matière des affaires étrangères. Une compétence qui lui est accordée par la Constitution américaine. C'est notamment l'approche qui a été prise, par exemple, avec l'accord qui vient d'être signé avec l'Iran, qui n'a pas été soumis à la ratification du Sénat. Donc, en fait, la grande plupart des traités internationaux signés par les États-Unis et ratifiés par les États-Unis sont ratifiés par cette voie-là. En gros, ça limite le contenu du traité. Pour faire simple, le traité ne peut pas contenir des engagements pour les États-Unis qui impliqueraient une intervention du Congrès pour les mettre en œuvre. Donc le président ou la branche exécutive doit être capable de dire on est capable de mettre en œuvre ce traité sans de la législation supplémentaire, sans besoin de passer de la législation supplémentaire pour mettre en œuvre cet objectif. Et on a une législation très importante aux États-Unis, le Clean Air Act, qui a été adopté dans les années 70. Et on a une décision de la Cour suprême de 2007, selon laquelle des émissions de gaz à effet de serre sont des nuisances publiques, notamment pour la santé publique, et donc peuvent être réglementées par le Clean Air Act. Donc avec cette base juridique, l'exécutif peut dire on peut mettre en œuvre l'accord de Paris sans besoin de passer par le Congrès, notamment en adoptant des régulations exécutives. Par exemple, les régulations touchant le secteur électrique dont j'ai parlé, qui ont été adoptées en 2015 et impliquent des réductions d'émissions de 32% d'ici 2030 du secteur électrique des États-Unis,
ont été adoptés par ce biais-là. Donc déjà, les États-Unis commencent à mettre en œuvre des mesures pour atteindre son engagement pris dans le contexte des négociations vers Paris. Donc, pour faire simple, les États-Unis peuvent ratifier l'accord de Paris, mais ce serait une ratification par la branche exécutive. Et après, il y avait une autre question que j'ai oubliée. C'était sur les actions qui pouvaient être mises en œuvre si un État ne respectait pas ses engagements. Ah oui. Alors, il faut dire que dans le droit international de l'environnement, plus largement, il y a très très peu de régimes de sanctions et quasiment pas de régime de sanctions qui a marché. Il n'y a pas de gendarme international. Le seul régime de sanctions qui peut marcher, c'est notamment en recours aux limitations du commerce international, donc des rétorsions commerciales finalement. On a joué avec cette possibilité dans le protocole de Montréal, par exemple. Si un État ne respecte pas ses engagements du protocole de Montréal, un autre État peut grosso modo adopter des mesures de rétorsion commerciale. Pourquoi ça marche? Parce que, en gros, des mesures de rétorsion commerciale, c'est une façon de sanctionner un État en lui retirant un bénéfice. Si on demande à un État de payer une amende, par exemple, l'État peut dire non. Et quitte à envoyer l'armée, il n'y a rien qu'on peut faire. Mais on peut retirer un bénéfice qui existait en prenant des mesures de rétorsion commerciale. Est-ce qu'on envisage des telles mesures dans l'accord de Paris? Clairement, non. Absolument pas. Donc finalement, il y aura très peu qu'on peut faire si un État ne respecte pas ses engagements. Est-ce que c'est un problème? Je ne pense pas vraiment, pas à ce stade. L'objectif, c'est un accord universel. Donc on peut effrayer des pays si on adopte des sanctions, des mécanismes de sanctions. Il y a d'autres incitations, par exemple, des incitations de l'ordre politique, réputationnel ou économique qu'on peut mobiliser. Politique, par exemple, on peut envoyer des diplomates, on peut jouer avec d'autres négociations dans lesquelles un État défaillant est impliqué. Il y a des mesures, des conséquences réputationnelles de la non-respect des engagements. Donc, par exemple, on cite assez souvent l'exemple du Canada, qui finalement n'a pas respecté ses engagements sous le protocole de Kyoto et s'est retiré du protocole, finalement. Le Canada, à mon avis, a pu faire ça parce que le protocole n'était plus légitime comme réponse au changement climatique. En revanche, si on a un accord avec la Chine et les États-Unis et l'Europe là-dedans, ça va être difficile pour un État comme le Canada ou l'Australie de juste pas jouer le jeu. Ensuite, l'autre réponse que je vous donnerai, c'est les contributions nationales sont basées sur un corpus de politique de changement climatique qui ne cesse pas de croître. Donc, par exemple, j'ai donné l'exemple des États-Unis, dont l'objectif pris dans les négociations à Paris est déjà basé sur des actes réglementaires en place depuis 2009 et complétés par des actions plus récentes comme des réglementations visant le secteur électrique. C'est aussi le cas pour l'Europe. Le cadre européen se base sur, l'objectif européen se base sur un cadre déjà préexistant. Et les contributions nationales des pays, leurs objectifs chiffrés, pour faire simple, ont été élaborés depuis 2013 par des processus de consultation et de discussion politique beaucoup plus élaborés et profondes que n'était pas le cas avant Copenhague, où les États ont sorti des chiffres de leur chapeau à la dernière minute parce qu'ils voyaient que c'était
il devenait nécessaire pour eux de faire une contribution. Donc, désolé si cette réponse est un peu longue, mais c'est pas facile parce que souvent le grand public dit comment est-ce qu'on va sanctionner le non-respect. Mais finalement, pour moi, c'est pas l'enjeu de cette négociation. L'enjeu, c'est une participation universelle, des mécanismes de transparence et de suivi vraiment très poussés qui permettent de constater le non-respect. Un engagement politique et public très fort et universel qui permettent de mobiliser d'autres types d'incitations. Et finalement, si si d'autres pays voient que le monde est en train de bouger vers une économie bas carbone, que les technologies changent, finalement, ça c'est une grande incitation aussi à bouger. Je peux vous donner l'exemple de mon propre pays, l'Australie, qui est l'exportateur du charbon le plus grand du monde. Et j'ai vu un changement d'esprit en Australie quand on a regardé les chiffres de la Chine et des États-Unis sortir, enfin leur proposition pour Paris. Pourquoi? Parce que l'Australie exporte énormément de charbon, en Chine notamment, et l'engagement de la Chine implique grosso modo un pic de charbon, de l'utilisation du charbon dans les 5 ans à venir, voire plus tôt. Et le modèle économique de l'Australie n'est pas basé sur le charbon, mais quand même ça fait une grande partie de son économie. C'était très long. Comment se situent les pays du continent africain qui peuvent avoir une vision par rapport à leur propre niveau de développement et aux années futures de réussir, on voit c'est un continent émergent, dont la croissance est émergente, de réussir ce développement avec, en plus, si j'ose dire, cette contrainte de productivité carbone telle que vous la définissiez. Donc comment eux, ils se situent dans cette négociation? Très bonne question. Alors, aujourd'hui, les pays africains ne voient pas vraiment un intérêt dans ce qu'on appelle l'atténuation, puisque finalement, les émissions sont très faibles. 1,5 tonnes par tête, alors que la moyenne mondiale, c'est 4 tonnes par tête. Donc, ils disent, on n'est pas responsable. En revanche, on est très touché par le changement climatique, nos capacités d'adaptation sont très faibles. Donc, pour nous, le vrai enjeu, c'est l'adaptation et le financement, notamment de l'action d'adaptation. Donc, c'est pour des actions d'adaptation et financement qui poussent dans cette négociation. Et c'est dans l'équilibre de rapport de force, c'est sur ce côté qui pèse le plus. Finalement, pour satisfaire les pays africains dans cette négociation, il faut avoir un volet financement dans l'accord de Paris et adaptation. Mais vous l'avez très bien dit, ce sont des pays émergents, un continent finalement émergent, et avec un niveau de croissance économique élevé dans les 15 ans à venir, ils vont avoir un souci à un moment avec leurs émissions. Je vais vous donner un autre exemple qui est celui de l'Inde, qui finalement est un peu comme le continent africain, sur à la fois la population et le niveau de développement. Les émissions de l'Inde aujourd'hui sont environ 1,5 tonnes par tête. À l'horizon 2030, la croissance économique de l'Inde est prévue d'être très forte et pas mal basée sur le charbon. Et quand on fait des exercices de modélisation de trajectoire vers les 2 degrés, on voit que sans l'Inde, on n'arrive pas. Il faut que l'Inde rentre dans un cadre d'atténuation de ses émissions assez contraignant et assez rapide. Mais quand on discute avec les Indiens, ils disent on a 300 millions d'habitants sans accès à l'électricité, une consommation d'énergie par tête 3 fois moins que la moyenne mondiale. Vous ne pouvez pas demander de faire quelque chose. L'Inde a fait une contribution dans les négociations, une contribution qui n'est pas mal, mais en agrégeant les contributions à l'horizon 2030,
je me suis aperçu que quand même en 2030, on a entre guillemets un vrai problème avec l'Inde. Et l'Inde répond en disant, bah, on peut faire plus, mais il faut un soutien financier, il faut des technologies bas carbone beaucoup plus compétitives. Parce que finalement, si on veut une augmentation de la production d'énergie, la seule source d'énergie vers laquelle l'Inde se sent capable de se tourner, c'est le charbon, malheureusement. Avec des conséquences très significatives sur la pollution locale, par exemple. La pollution locale est un enjeu énorme en Chine, de l'ordre social et politique aujourd'hui, et un enjeu pour la stabilité sociale telle que perçue par le Parti communiste. Ça va être encore pire en Inde parce que la densité de population en Inde est 3 fois plus que la Chine, 3 fois plus. Donc l'Inde ne peut pas suivre le même modèle que la Chine. Or, c'est ce modèle qui permet l'industrialisation. Donc, coincé. Donc, pour moi, le vrai enjeu pour un pays comme l'Inde, voire pour le continent africain, c'est que l'action climatique au niveau mondial soit suffisamment forte pour permettre un apprentissage technologique et politique. Je souligne le mot politique, parce qu'il faut apprendre sur le fonctionnement des politiques, comment est-ce qu'on organise notre société, etc. Suffisamment forte et rapide pour éviter le trajectoire de développement qui se profile. Je sais que le sujet est passionnant, mais ceci étant, on avait convenu de terminer nos travaux à 20 heures, donc je vois qu'il est 20 heures, donc l'intervention sera en ligne sur notre site RCP Pro, si vous souhaitez la revoir, donc je vous y invite, et donc je crois qu'au nom de l'ensemble des participants, y compris virtuels, je ne sais pas combien étaient en ligne. On vous remercie grandement de votre intervention et puis on propose effectivement peut-être de manière plus conviviale encore de prolonger les échanges autour d'un verre de l'amitié. Merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour moi. Merci d'être resté si tard aussi et de vos questions très intelligentes et passionnantes aussi.